Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français sur Mandarin TV. Et sans transition, voici les titres de l'actualité. Au forum Asie-Pacifique, la Chine se pose en championne du libre-échange. Coronavac, le vaccin de la Chine, démontre ses capacités immunogènes. L'Uber chinois dévoile sa nouvelle voiture électrique. Un homme de 105 ans devient la personne la plus âgée à faire du parapente en tandem. Pour finir ce journal, nous irons découvrir une pratique à la mode en Chine, le live streaming. Des personnes se mettent en scène pour vendre des produits directement aux consommateurs par le biais de vidéos en direct. Li Qiaqi, surnommé le roi de la vente en Chine, compte 30 millions d'abonnés sur la plateforme Taobao et en une seule journée, il est capable de faire 125 millions d'euros de vente. Il nous explique en quoi consiste son métier. À l'ouverture du sommet des pays de l'APEC, le Forum économique Asie-Pacifique, le président chinois s'est posé en champion du libre-échange, faisant ainsi contrepoids au protectionnisme américain. Beijing a signé quelques jours plus tôt le plus vaste accord commercial au monde. Les États-Unis, à ce forum, devraient cette année jouer un rôle secondaire. C'est un timing parfait pour la Chine. Forte du vaste accord de libre-échange RCEP signé quelques jours plus tôt, elle participe au sommet virtuel de l'APEC, coopération économique pour l'Asie-Pacifique, qui s'est ouvert ce jeudi avec la ferme intention de peser sur le commerce de cette zone qui, en réunissant les 21 pays du pourtour Pacifique, représente, avec les États-Unis et la Chine, 60% du PIB mondial. Il n'y a pas de développement sans ouverture, a lancé le président chinois Xi Jinping dès l'ouverture du sommet. La Chine a ainsi choisi d'emblée de s'affirmer en championne du libre-échange, faisant pendant au protectionnisme américain. La Chine est devenue le principal moteur du forum économique ces dernières années, après que Washington a commencé à se retirer des organisations multilatérales sous l'impulsion de Donald Trump et de sa politique America First. Le président chinois Xi Jinping l'a bien compris et se met cette fois encore sur le devant de la scène. Si le calendrier est optimal pour les intérêts chinois, il n'en va pas de même pour les États-Unis. Toujours dirigé par l'administration protectionniste de Donald Trump, il ne devrait en conséquence pas jouer un rôle proactif cette année à l'APEC, laissant d'une certaine manière la voie libre à la Chine qui a toute latitude pour défendre sa propre vision des échanges commerciaux. Autre facteur de marginalisation, Washington n'a pas encore dévoilé le nom de celui qui représentera les États-Unis. Donald Trump, très occupé à contester la victoire électorale de Joe Biden, a déjà répondu aux abonnés absents pour le sommet des dirigeants des pays de l'ASEAN. Pendant les 4 ans de mandat de Donald Trump, les sommets de l'APEC ont été assombris par l'escalade de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Déjà en 2018, le sommet s'était achevé sans déclaration finale à cause des désaccords entre Beijing et Washington. Il faudra donc attendre l'an prochain et l'arrivée de Joe Biden pour retrouver un engagement plus fort des États-Unis dans ce forum intergouvernemental. En marge des rivalités entre les deux géants mondiaux, le forum, qui comprend aussi le Japon, la Russie et les pays d'Amérique latine et centrale bordant le Pacifique, espère une relance de la coopération internationale pour lutter contre la pandémie. La Chine, là encore, va pouvoir faire entendre sa voix et s'adresser notamment aux pays du cône sud-américain. Les pays émergents devraient connaître un net rebond de croissance après la crise de la Covid. La Chine est prête à participer à cette relance. Coronavac, le vaccin contre le coronavirus élaboré par la Chine, se situe parmi les plus avancés. En attendant les premières annonces sur les essais cliniques de phase 3 en cours, les résultats des phases 1 et 2 viennent d'être publiés dans The Lancet. Coronavac se base sur une stratégie historique, le vaccin vivant atténué. La Chine travaille aussi d'arrache-pied à la confection d'un vaccin contre le coronavirus depuis ce printemps. Alors que Pfizer, la Russie et Moderna ont annoncé l'efficacité de leur poulain par voie de la presse, le candidat vaccin du laboratoire chinois Sinovac, qui commercialise déjà 3 vaccins contre l'hépatite A, l'hépatite B et la grippe, avance aussi. La phase 3 du vaccin chinois a débuté en septembre dernier, notamment en Turquie et au Brésil. Le vaccin Coronavac se base sur le même principe que les premiers vaccins de l'histoire, les vaccins vivants atténués, qui consistent en l'injection d'une version affaiblie du SRAS-CoV-2 pour stimuler le système immunitaire. Pasteur a utilisé cette méthode pour concevoir son vaccin contre la rage. Le vaccin BGC, qui protège contre la bactérie de la tuberculose, est également un vaccin vivant atténué.
Ces vaccins sont très immunogènes et confèrent une protection de longue durée, à tel point qu'ils sont parfois déconseillés chez les patients immunodéprimés, comme ceux atteints du sida. Mais cela reste à confirmer dans le cas précis de Coronavac. Les résultats parus dans la revue The Lancet concernent à la fois la phase 1 et la phase 2 des essais cliniques. Les tests sont les mêmes, sauf que la phase 2 est menée sur un nombre plus important de personnes, ici une vingtaine pour la phase 1 dans chaque groupe, contre une centaine pour la phase 2, soit un total de 743 personnes âgées de 18 à 59 ans, n'ayant jamais été contaminées par le SRAS-CoV-2. Les scientifiques s'intéressent alors à la séroconversion induite par la vaccination, c'est-à-dire l'apparition d'anticorps spécifiques au SRAS-CoV-2 chez ces personnes autrefois naïves. 2 doses vaccinales ont été testées. Un premier groupe a reçu une dose au jour 0 et au jour 14, et un second groupe au jour 0 et au jour 28. Chaque personne est assignée à un groupe au hasard et ni les médecins ni les patients ne connaissent le contenu de la seringue. Enfin, les résultats obtenus sont comparés à un groupe placebo. À l'issue de ce protocole de vaccination, les scientifiques ont étudié pour chaque groupe et chaque dose la tolérance, c'est-à-dire la survenue d'effets secondaires suite à l'injection en plus de la séroconversion. Dans l'ensemble, la vaccination a été bien tolérée. Les effets secondaires les plus fréquents sont la douleur pour 20 à 25% des participants, suivi de désagréments autour du site d'injection pour 25 à 30% des participants, et cela qu'importe la dose injectée. Concernant l'apparition des anticorps, les scientifiques ont suivi 2 paramètres, les anticorps neutralisants et les anticorps spécifiques au RBD de la protéine S du SRAS-CoV-2 14 et 28 jours après la seconde dose. Pour la centaine de personnes enrôlées dans la phase 2, la vaccination a produit des anticorps neutralisants chez plus de 90% d'entre elles. Réaliser une injection à jour 0, puis une seconde à jour 28 avec le vaccin concentré est la formule la plus efficace pour stimuler la production des anticorps. Des anticorps neutralisants ont été observés chez 100% des personnes de ce groupe. Ces essais cliniques ne se sont pas intéressés à la réponse immunitaire cellulaire, mais cela sera étudié durant la phase 3. À ce stade, impossible d'estimer l'efficacité du Coronavac. Il faudra attendre les premières conclusions de la 3e phase des essais cliniques. L'entreprise Didi Chuxing a conçu avec le constructeur BYD une voiture entièrement électrique à plus de 400 km d'autonomie, spécialement pensée pour son activité VTC en Chine. Baptisé D1, il s'inscrit dans le projet de l'entreprise qui souhaite déployer 1 million de taxis sans chauffeur d'ici 2030. L'électrique se développe à grande vitesse sur le segment du VTC, alors qu'Uber annonçait il y a quelques mois un objectif de 50% de véhicules électriques d'ici 2025. Le géant Didi vient de présenter un modèle spécialement conçu pour ces usages. Élaboré en partenariat avec le constructeur spécialisé dans l'électrique, BYD, D1 a été pensé selon les retours des clients et des chauffeurs de Didi Chuxing. Lors de la présentation du véhicule, le CEO de la firme, Cheng Wei, a affirmé vouloir faire passer le covoiturage de 3% du total des services de mobilité aujourd'hui à 30% d'ici 2030. La voiture va d'abord être déployée à Changsha dans la province du Hunan au mois de décembre, puis arrivera dans davantage de villes dans les mois suivants. Selon Wei, le covoiturage est la solution de transport dans les métropoles comme Beijing où la population est en constante augmentation avec des embouteillages faramineux. Pour D1, Didi Chuxing a mis l'accent sur la sécurité. Le modèle est ainsi doté d'un bouton d'alarme permettant de contacter la police et d'une porte coulissante électronique sur le côté droit. Cela va notamment permettre de répondre aux quelques 20 000 litiges annuels causés par l'ouverture ou la fermeture des portes de voitures traditionnelles de l'entreprise. En outre, les utilisateurs auront la possibilité de régler la température du véhicule ainsi que le chauffage des sièges avant même de grimper à l'intérieur via l'application de Didi. D1 disposera d'une mise à jour chaque 18 mois et ne sera pas directement muni d'un système de pilotage autonome. Il sera incorporé au véhicule en 2025. La plateforme de Didi est désormais un service de transport incontournable dans de nombreuses parties du monde avec 550 millions d'utilisateurs. Elle a d'ailleurs passé des partenariats avec de très gros noms de l'industrie automobile, à savoir Toyota qui a investi 600 millions de dollars dans la firme chinoise en 2019, aussi Volkswagen, Renault Nissan Mitsubishi ou encore Beck. En Chine, Didi possède près de 90% du marché après avoir gagné la bataille contre Uber en 2016. Du Made in China au Created in China, la Chine est devenue un terrain de création riche à la fois pour les entités locales et internationales. Alors que la Shanghai Fashion Week s'est clôturée il y a un mois, la Chine multiplie les initiatives dans le domaine de la mode en faveur de l'écologie et du développement durable. Selon le rapport de recherche sur la consommation durable en Chine, publié par l'Association des franchises et chaînes commerciales de 2017,
environ 50% des consommateurs chinois acceptaient déjà de payer 5 à 10% de plus pour des produits écologiques. En 2019, ce pourcentage est passé à 80%. Cette prise de conscience progressive a encouragé de plus en plus de marques internationales à investir dans le marché chinois. C'est le cas de la marque américaine de prêt-à-porter Everlane qui a récemment lancé une collaboration avec la plateforme de livraison chinoise et la marque de café Sissou. Résultat, un coffret cadeau fait 100% en matériaux recyclés a reçu un accueil favorable des consommateurs. Fondé en 2014, On Time Show est le salon international de la mode contemporaine qui a lieu 2 fois par an lors de la Shanghai Fashion Week. Cette année, pour la première fois, le salon s'est associé à Greenex, une plateforme chinoise dont la mission est de sensibiliser aux problématiques de développement durable et a consacré une partie de son show à la mode durable dont l'espace a été imaginé par 100 degrés. Entre séminaires, lancement de nouveaux produits et installations artistiques faites de manière recyclée, l'événement a démontré que les acteurs locaux sont de plus en plus dynamiques sur le sujet de l'écologie. Le prix italien de la mode durable, The Green Carpet Fashion Awards, initié par l'organisateur de la Milan Fashion Week, Camera Nazionale della Moda Italiana et l'agence de conseil britannique EcoAge, s'est tenu pour la première fois en Chine pendant la Shanghai Fashion Week le 10 octobre dernier. Avec l'appui de leur partenaire local, Apax Group, la cérémonie de remise des prix a été diffusée en direct sur Tencent Video, générant 1 million de vues. Un événement clé de la Fashion Week de Shanghai, montrant l'engouement croissant des acteurs locaux du secteur de la mode pour l'écologie. Une bonne nouvelle, une preuve qu'on n'est jamais trop vieux pour partir à l'aventure, tester de nouvelles choses. À 105 ans et 58 jours, un Taïwanais est entré dans le Guinness World Record. C'est aujourd'hui la personne la plus âgée à avoir fait du parapente en tandem au monde. Par une belle journée de printemps, Yu Tessin, un homme de 105 ans, est sorti pique-niquer avec sa famille. En passant devant la montagne Romtu à Puli, Yu a vu des gens faire du parapente et a demandé à s'arrêter pour regarder. Ancien enseignant, Yu est jeune d'esprit et toujours curieux d'essayer de nouvelles choses. Voyant que son grand-père était très intéressé à voler, sa petite fille a immédiatement demandé à l'instructeur de vol si l'aîné pouvait essayer. Cependant, avant qu'il puisse voler, il devait prouver qu'il était suffisamment en forme pour le gérer. Malgré une chirurgie récente, il se rétablissait bien physiquement et mentalement. Après une consultation attentive avec son physiothérapeute, Yu semblait suffisamment en forme pour essayer le parapente. Ainsi, accompagné de sa petite fille, Yu est retourné au club de parapente pour réaliser son envie de voler. Avant que Yu ne puisse décoller, un entraîneur a dû tester et vérifier les conditions de vol. Ensuite, avec l'aide d'un entraîneur professionnel, Monsieur Yu a mis son équipement de vol. Suivant le vent, Yu, accompagné de l'entraîneur, a sauté dans les airs et s'est élevé à 780 mètres. Le parapente a surplombé le magnifique paysage de la ville montagneuse, montant et descendant grâce au courant d'air. Yu a pris une perche à selfie pour immortaliser son premier vol en parapente. Juste avant son atterrissage, le personnel au sol s'est immédiatement avancé pour le rattraper pour s'assurer qu'il atterrissait en toute sécurité au sol et tout le monde au centre s'est avancé pour l'applaudir. Ce qui a commencé comme une sortie en famille ordinaire s'est ensuite officiellement transformé en nouveau titre Guinness World Record pour la personne la plus âgée à faire du parapente en tandem. Yu a déclaré « Après avoir décollé, j'ai regardé au sol. Je suis au-dessus de la terre. En regardant devant, le ciel était clair et magnifique. C'est tellement beau et glorieux de regarder de haut la création de Dieu en fuite. » Sa petite fille était soulagée et heureuse d'avoir battu le record avec succès et en toute sécurité. Elle a expliqué qu'elle voulait juste aider son grand-père à voler. Elle n'aurait jamais imaginé qu'il y arrive du premier coup. Yu a montré que l'âge n'est pas une limite pour regarder le monde sous un autre angle. En 2011, un lycéen chinois avait vendu un de ses reins pour pouvoir s'offrir un iPhone. Aujourd'hui, il est malheureusement alité à vie, c'est-à-dire qu'il devra vivre toute sa vie cloué au lit, après avoir développé une infection sur son rein restant. Retour sur cette affaire. C'est une vieille histoire, mais elle continue malheureusement à avoir des répercussions en 2020. En 2011, alors qu'il avait 17 ans, un lycéen chinois, Wang Shangkun, avait vendu un rein au marché noir. Ce fan d'Apple rêvait de pouvoir s'offrir des produits de cette marque. Et alors qu'il surfait sur un forum en ligne, il avait reçu un message en provenance d'un individu à la recherche de donneurs d'organes. Ce dernier avait assuré l'adolescent qu'il pourrait recevoir près de 3 000 $ en vendant l'un de ses reins.
Le jeune homme aurait à l'époque déclaré « Pourquoi aurais-je besoin de 2 reins? Un seul suffit ». Il a ensuite accepté le marché et a subi une opération illégale visant à lui retirer son rein droit sans mettre sa famille au courant. Il a alors reçu 3 273 $, soit près de 2 800 €, suffisamment pour lui permettre d'acheter un iPhone 4 et un iPad 2. Mais devant ces appareils coûteux, sa mère s'était étonnée, forçant l'adolescent à avouer ce qu'il avait fait. Elle avait alors alerté la police. À la suite de cela, 9 personnes avaient été inculpées pour blessures volontaires et trafic d'organes et 5 personnes condamnées à des peines de prison de plusieurs années. Malheureusement, l'histoire est triste pour le jeune Chinois. Peu de mois après avoir vendu son rein, une infection s'était développée sur le rein restant. Cette infection est due aux conditions d'hygiène déplorables dans lesquelles l'opération s'était déroulée et au manque de suivi post-opératoire. Sa condition s'est malheureusement détériorée au fil des ans, comme le rapporte Business Today. Le jeune homme, de désormais 25 ans, est désormais atteint d'une insuffisance rénale sévère qui nécessite une dialyse régulière. Wang Shankun est donc alité en permanence, il doit rester au lit, probablement pour le reste de sa vie, et risque de nécessiter à l'avenir une greffe de rein. Pour finir ce journal, nous partons à la découverte du live streaming, une pratique qui avec la pandémie de Covid-19 a donné un coup d'accélérateur aux ventes en ligne. Li Chachi, un jeune homme de 28 ans, est actuellement l'un des plus riches vendeurs en ligne en Chine. Il détient un record de 125 millions € de ventes en une seule journée. Il nous explique son métier dans un reportage signé CGTN. 大家好，我是李佳琦。 Oh my gosh！ 然后我是一名互联网营销师。 Oh my god，so beautiful！ Oh my god！ 然后我每天的工作大部分就是在做直播，就是醒来就是工作，然后工作完就是睡觉，这就是我的节奏，而且是每天都是一样的。 我最长一次直播是2年前的一次双11，然后几乎是2天时间只睡了2个小时。你们好呀，我是呆萌小佩奇，我是生活比佩奇带吃的佩奇，6个赚人的好小朋友，买它，买它。 然后我记得今年疫情是我应该休息了最长的时间。其实疫情之前，我们的工作计划已经排到了3月、4月，然后后来因为疫情的关系，我们也没有办法出门。就是佳琦平时过年最多休个3天5天左右就要开始直播了，然后他已经15天没有直播了，然后他们觉得好像连佳琦的烟火气都不见了，然后我就决定在2月3号的时候开始我的第一场复工直播。谢谢你们的支持哦，希望佳琦可以给你们带来就是快乐，然后解闷，然后就给你们一些好的产品啊。 直播第一场结束之后，更让我感动的是所有的女生她们都会在微博上说，然后感觉她们的快乐回来了，感觉她们没有那么的孤独了，而且也没有那么的害怕了。以前我觉得我的直播就是销售，就是数据，就是卖多少钱。我就从那一天开始，我真正的觉得我的直播不仅是这些，而意义更多的是陪伴跟就是相互的，因为我觉得我的消费者也在陪伴我。然后那天我就发现，我在直播途中发现。 说哎，为什么所有的湖北女生她们都在下面说，而佳琦我们买不了？就它上面的限制就是湖北，因为不准发快递进去，我就觉得还蛮难过的。他们在疫情的时候主动隔离，他们在疫情的时候真的付出了很多，所以我决定在湖北可以开通快递的那一天，我要做一场专门为湖北女生做的直播。今天佳琦的直播是公益直播湖北的爱心专场直播，我想要给所有女生 的福利的同时，我要给湖北女生更大的福利。然后那天我特别感动的就是，所有女生都想买那些东西，因为那东西是我们精心选出来的东西。但是他们会说，那我们给10秒钟时间给所有女生，给湖北的所有女生，让他们先抢，然后我们再抢。然后湖北女生她们都抢到了之后，她们都很开心。我以前是在南昌工作，然后做彩妆师，他们说想要让我们从线下导购转成线上导购。 比如说，同样的时间2个小时，我可能在线下接顾客，可能只能接到10个，那我可能在线上的时候2个小时，我可以服务成千上万，甚至上百万。然后我就参加了直播带货这件事情。来到上海是因为我想要把直播这件事情做到最好，然后可以跟更多的同事有到很好的交流，所以我就毅然决然的来到上海做这件事情。这几年受到了很多人的喜欢，然后有很多人关注我，然后让我变成了现在的李佳琦。 所以我会觉得我的社会责任感要越来越大，所以我觉得现在应该是时候去要回归社会，
所以我们会在今年做了很多的扶贫公益直播，我们已经为10几个地区，进行了脱贫攻坚的一个助农直播，然后我们的销售额已经到了1个亿以上。我上次去云南的时候，然后云南有一个东西非常好，叫做苦荞，然后苦荞面我是在那里试吃了，真的非常非常好吃，但它那个包装会比较的简陋，然后运输的时候可能会出现一些破损，所以我就帮他们去改了一下包装，然后让他们把这个再升级做得更好。我们还有很神秘的魔兽文化，那么我真的是就刚才你希望们说到的女儿国，对走过的。因为我想要做的公益直播或者说助农直播，我一直给自己说的一句话就是我要做的是可持续的东西。李佳琦推荐出去这个产品之后，他们会因为这个产品很好而去再次复购它，而不是说啊你看我们这个东西在李佳琦这边卖了多少钱，然后后面就无人问津，这是我不想要做的事情。什么时候开始？可能是李佳琦的名字第一次出现在热搜上面的时候吧，我会觉得哦，可能我不是一个就是活在淘宝里面的一个很小的主播了，我可能是大家很信任、很关注的一个人，所以我会觉得我的社会责任感完全不一样。激动的心，颤抖的手，什么意思？走，刚刚说的是什么？慢慢来。对。哦。带货也好，或者扶贫也好，这个点是我们这个新兴行业互联网营销师给到社会的一些回馈吧。然后我们拉动了所有的顾客一起去做这件事情，让更多的人知道，原来我们的身边也是需要有帮助的人，让大家都一起学会互相帮助这件事情，我会觉得非常有意义。Et c'est déjà la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis sur Mandarin TV. Et pour revoir toutes nos vidéos, rendez-vous sur mandarintv.fr. Très belle journée ou très belle soirée sur Mandarin TV. Prenez soin de vous.